Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fairy Tail, aujourd'hui épisode 19, qui pour sa grosse majorité est un épisode fanservice, si on peut dire. Donc très simplement, il y a Brandish qui revient un petit peu dans l'histoire, alors que toutes les filles sont en train de prendre un bain tranquillement. Alors, j'ai pas très bien, je me souviens, ça fait quelques semaines que j'ai pas regardé l'épisode 18, donc je me souviens plus très bien comment ça s'était terminé par rapport à Aldrod. Mais en gros, voilà, elles sont en train de prendre un petit bain, elles font quelques références, ceci, cela, jusqu'à ce que Lucy voit Aldron en train de devenir super grand. Et en fait, non, c'est juste Brandish qui l'a rapetissé. Et en fait, sur la demande des filles de l'équipe, bah, en fait, elle va rapetisser tout le monde. Comme ça, bah, alors qu'elles étaient simplement dans un petit onsen, dans un petit bain, bah, en fait, elles se retrouvent dans une énorme piscine. Et tu as Lucy qui surfe sur du savon. Tu as Evergreen et Erza qui sont en train de flotter sur des bubules. Euh, Tu as Alors c'est quoi? C'est Kinana, je crois, et la cheville aux feux violets dont je ne me souviens plus, qui sont en train de se la jouer méditation sous la cascade avec le jet d'eau. Mira Jane et Lissana qui profitent, qui... Ah, attends, c'était quoi? C'était... Ah, je sais plus exactement ce qu'elles font de particulier. Et tu as Wendy qui trouve que bah, l'arbre du coup, alors que c'était juste un petit bourgeon, bah maintenant ça ressemble à un arbre sacré, tout ça, ça. Et en fait, elles vont tellement s'amuser, elles font tellement... Pendant l'épisode, je me suis dit, mais quelle bande de gamines, sérieusement. Je sais bien que Brandish, c'est pas l'ennemi, mais quand même. Et en fait, bah, justement, en parlant de Brandish, elle s'est tirée, en fait. Elle en a eu marre de leur truc, elle s'est barrée, en les laissant toutes petites. Et donc, en gros, bah, leur but, ça va être de retrouver Brandish pour retrouver leur taille normale. Levi va en profiter un petit peu pour discuter avec Gadgil, qui justement dit, bon, c'est pas grave, ça fera une histoire de plus à raconter au petit quand il sera là. Je me suis quand même posé une question, parce que certes, c'est Levi qui a été rapetissé, mais du coup, ça veut dire que son enfant, peu importe à quel stade il en est, fait partie d'elle. On est d'accord. Sinon, ça aurait pu être glauquissime à souhait. Mais bon. Donc voilà, on a Kana qui profite de pouvoir nager dans son tonneau, son tonneau d'alcool. Pourquoi pas. Mmh, ouais, c'est globalement à peu près tout ce qu'il y a de notable sur... Ah si, bien évidemment, Jubia qui profite d'avoir un grès géant devant elle. Bien évidemment, elle va perdre sa serviette et pour pas que Elfman ne voit tout ça, il va la mettre dans sa bouche. Bref, je veux même pas imaginer tous les trucs que ça peut déclencher. On va pas rester là-dessus plus longtemps. Et en gros, donc Lucie va tomber sur Natsu et va lui demander, bah écoute, utilise ton odorat pour retrouver Brobdish, qu'elle nous rende un petit peu de notre taille normale. Et c'est là que Natsu va lui sortir une explication qui, honnêtement, fait totalement sens. De un, il lui dit, bah, elle est pas de la guilde, donc on va dire que son odeur, c'est pas l'odeur que je connais le mieux, quoi. Il a pas totalement tort. Et surtout, il dit, vous sortez des bains, les filles. Donc oui, potentiellement, son odeur, elle est pas exactement la plus forte non plus, quoi. Et donc ils vont se dire, bon, on va aller un petit peu en ville pour essayer de la retrouver, quoi. Et en gros, Lucie va se dire, bon, on va qu'à aller, on va commencer par la pâtisserie, par ce genre de choses. Ils vont littéralement tourner la tête et Brandish. Elle est juste là en train de manger un truc à une table. Ça m'a tué de rire parce que c'est vraiment, c'est du comique de situation qui marche bien, quoi. C'est vraiment, oh là là, on va galérer à la retrouver, machin et tout. Non, non, elle est là, tout va bien. Elle dit, ah oui, c'est vrai que je vous avais oublié. Tchic, je vous rends votre taille normale, sauf qu'évidemment, bah, les filles sont toutes en serviette, parce que leurs vêtements n'ont pas rapetissé avec. Donc elles se retrouvent dans des situations un petit peu embarrassantes. Natsu va justement prêter sa veste à Lucie pour qu'elle puisse se couvrir. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que Natsu, qui pendant que Lucie, elle était petite en serviette et tout, vulnérable, il se dit, il commence à avoir une tête, et Lucie qui dit, arrête tout de suite de penser à des bêtises. Ils sont mignons. Ça me fait vraiment du bien de revenir sur Fairy Tail, vraiment. Je sais bien que c'est pas la série la plus populaire au monde, mais ça reste une bonne série. Et donc voilà, donc petite rivalité bien sympathique entre Brandish et Aquarius et Lucie justement par rapport à Aquarius qui dit non, c'est moi qui la trouverai en première, machin et tout. Mais Happy commande que bah, c'est de la rivalité saine en fait, un petit peu comme aujourd'hui, oui, comme Natsu et Gray, Natsu et Gajil, voilà. Il n'y a pas d'animosité particulière, c'est juste bah, que le meilleur gagne quoi. Voilà, voilà.
Et c'est là qu'on entre dans la partie vraiment intéressante de l'épisode. Je suis pas contre un petit peu de fanservice et c'était très drôle, mais c'était pas nécessaire, quoi, soyons sérieux, 2 minutes. Et en gros, donc, Toka, non, Toka c'est le chat, la mage blanc va se réveiller, et en fait, bah, va vite se rendre compte qu'elle a pas ses pouvoirs, mais son comportement est très, très, très différent de ce qu'on avait connu jusqu'ici. Et je pense qu'une des théories que j'avais en tête depuis la deuxième partie de la quête de 100 ans, du coup, depuis qu'on a eu le deuxième opening qui est sorti, a de bons indices à faire valoir à ce niveau-là. Donc, en gros, voilà, elle demande un verre d'eau, elle réveille Toka, elle lui dit que sa magie ne marche plus du tout, et en gros que bah elle a besoin de son aide pour retourner sur Elantia. Quoi que soit cet endroit, on en apprendra un peu plus sur la fin de l'épisode. Donc Toka, elle est surprise d'apprendre que la mage blanc vient de là-bas aussi. Et en gros, elle met en avant la menace d'une lune, comme quoi la lune va absorber ou quelque chose dans ce style-là, l'endroit duquel elles viennent, quoi. Et en gros, donc on comprend visiblement que si le mage blanc absorbait autant de magie, c'était dans un but plus noble, on va dire, de sauver l'endroit d'où elle vient en fait. Et donc en fait, ça donne une nouvelle perspective un petit peu sur tout ça. C'est intéressant et je reviendrai sur mes déductions juste à la fin de l'épisode, quand je vous aurai présenté tous les faits. Mais en gros, voilà, Toka, elle est pas forcément pour, elle se pose un petit peu des questions, elle va en parler à Natsu d'abord. Voyant que Toka a pas l'air prête à l'aider, le mage blanc, ça m'énerve de l'appeler le mage blanc, je suis sûre qu'elle a un prénom, va prendre le verre d'eau et en fait va se dire, bah écoute, on a été ensemble pendant suffisamment longtemps pour que je puisse très certainement utiliser une partie de ta magie. Et en fait, elle va utiliser un sort qui est le nom de l'épisode, c'est Aqua Aela, je crois. Donc Aqua, c'est par rapport à l'eau. Et Aela, il me semble que c'est plus tout ce qui est par rapport au vent, à l'air. Et en fait, on va très vite comprendre qu'elle va utiliser en fait un sort de téléportation pour retourner dans leur royaume. Sauf que Toka la prévient que ça va être vachement dangereuse et visiblement, de ce qu'on voit dans la suite de l'épisode, il y a quelque chose qui a merdé, ça s'est pas passé correctement. Puisque donc Toka va utiliser ce même pouvoir pour transporter Natsu, Lucy, Gray, Erza et Wendy, quoi. Avec Happy et Carla, bien évidemment. Donc ceux qui sont dans cette quête de 100 ans depuis le début. Et donc on abandonne les autres membres de la guilde après les avoir sauvés. C'est triste. Peut-être qu'ils reviendront après, je sais pas du tout. Mais ouais, on les abandonne pour l'instant. Et alors on débarque. Je l'avais pas vu venir, même si, parce qu'encore une fois, j'avais lu le manga au début, jusqu'à Aldron à peu près. Tout ce qui se passe après, j'ai pas lu, j'ai pas trop suivi. J'ai vu passer deux trois trucs, donc je savais que ça allait revenir un petit peu, mais je pensais pas qu'on allait aller là-bas. Puisque donc nos personnages découvrent, à leur grande surprise et à la mienne, qu'on est revenu à Edolas. Et alors Edolas, faut que je précise tout de suite que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, l'arc dont je me souviens le plus. J'ai peut-être dû le voir une fois, et même au niveau des réactions, c'est pas l'arc sur lequel que je revois le plus, quoi. Donc voilà, on est de retour à Edolas, donc on revoit bah, tous les doubles de nos personnages. Et donc on découvre le truc que bien évidemment je pouvais pas louper avec les réseaux sociaux, même si j'avais pas vu l'épisode. On découvre Nasha, qui est donc la fille de Lucy, et Natsu, d'Edolas. Mais également Griju, qui lui pour le coup est le fils de Grey et de Jubia. Niveau nom franchement on repassera, mais voilà, Griju. Et d'ailleurs il y a un petit truc trop mignon où t'as Nasha qui fait un petit signe de la main à Griju et lui qui se met à rougir et tout. Vu qu'on sait que la relation entre Grey et Natsu dans Edola, c'est quand même beaucoup plus tranquille que à Earthland. Et du coup, t'as le Natsu d'Earthland et le Natsu et le Grey d'Earthland, donc nos personnages à nous, qui se mettent à s'énerver en mode pourquoi est-ce qu'elle lui a fait pourquoi est-ce qu'elle lui fait les yeux doux, machin et tout, attends, tu vas lui faire peur, machin et tout. C'est les deux pères qui se battent. Donc, est-ce que Mashima n'est pas en train de mettre en place un futur, peut-être, sait-on jamais, ship entre Nasha et Greyjoux? Pourquoi pas, sachant qu'on sait,
enfin, si vous avez suivi un petit peu le travail de Mashima, je crois qu'il y avait dû y avoir un OAV ou quelque chose comme ça. On sait que Levi et Gajil vont eux avoir des jumeaux. Donc voilà, c'est la future génération. Est-ce que peut-être Mashima reviendrait-il sur Fairy Tail un jour? Why not? On a déjà eu Boruto, donc j'ai envie de vous dire, c'était possible. Voilà, voilà. Et donc on revoit un petit peu tous les personnages et tout, et comprenant bien que bah ils savent pas trop comment est-ce qu'ils sont venus ici, la Lucie de Dolas décide de les envoyer pour aller voir Mistogen, notre fameux Jelal alternatif qui avait. Ah, je me souviens qu'à l'époque du pétage de plomb de l'Axus et tout, toutes les questions qu'on se posait, machin et tout. Ah, c'était la belle époque, c'était la belle époque. Et en gros, alors on a un petit gag qui revient un petit peu dans l'épisode, mais honnêtement, osef un peu, c'est Wendy qui voit la Wendy des Delas qui elle est beaucoup plus âgée et du coup a de la poitrine, machin et tout. Et Wendy qui pendant tout l'épisode elle est en mode ah, pourquoi est-ce que j'ai rien, moi non plus. Bref, passons. Et petite remarque intéressante, la Lucie des Delas mentionne le fait que bah, nos personnages sont plus jeunes que leur version des Delas. Et ça c'est très simple en fait, c'est que bah, ils ont passé 7 ans en stase. Parce que, on se souvient que Edolas se passe avant l'incident de Tenrojima. Donc forcément, il y a 7 ans qui manquent, quoi. Donc, ouais. Ah, ça fait vraiment du bien de réévoquer de vieux événements comme ça, de revoir. Donc, on revoit du coup Mistogen avec Erza Nightwalker, cette fois, pas Erza Scarlet, qui en gros est en mode soubrette, en mode je suis super loyal à mon roi, ne lui parlez pas comme ça et tout, mais punissez-moi, mon roi, s'il vous plaît, c'est terrible ce que j'ai fait et tout. Et Jelal qui est en mode oh là 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 là. Mais bon, à un moment, je sais plus qui c'est qui balance l'info, mais en gros, comme quoi que Jubia en pince, Jubia, Erza en pince pour Mistogen, ce qui est complètement confirmé par les deux, puisque les deux rougissent et tout. Bien évidemment, c'est les versions alternatives de Erza et de Jelal. Ça tombe des temps à autre chose. Surtout que, encore une fois, à l'époque où les chapitres sortaient, j'ai vu passer un truc. Voilà. Bon, je réserve ça pour plus tard. Je sais pas si on va adapter ça dans cet arc-là. Ça m'étonnerait pas puisqu'on met à Edolas, donc ce serait pas déconnant. On verra. Pour le coup, on verra, je reparlerai à ce moment-là. Mais voilà, et donc en gros, ce que Mistogen nous explique, c'est que, bah, en fait, on pensait qu'il y avait que Edolas et Earthland. Mais en fait, non. Il existe un troisième monde. Alors, on sait pas si c'est un monde parallèle, si c'est juste une autre dimension, un autre truc. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas précisé réellement. Mais en gros, le troisième royaume en question, la troisième dimension, s'appelle Elentia, donc ce qu'avait mentionné le mage blanc. Et vu que Toka vient de là-bas, ce serait pas déconnant de se dire qu'il y a des Excides, de manière générale. Même si bon, il y a des Excides sur Earthland, mais ils viennent pas de là à la base. Voilà. Est-ce que potentiellement il y aurait pas eu un. Est-ce que est-ce qu'on se rappelle qu'à l'époque, la reine des Excides avait envoyé les enfants Excides, quand ils étaient encore sous leur forme d'œuf, à Earthland parce que elle voulait les protéger de ce qui allait arriver à Edolas, puisqu'elle pensait en tout cas qu'il allait arriver à Edolas à ce moment-là, au niveau de la disparition de la magie, tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un œuf qui se serait paumé pour arriver à Elentia? Voilà, comme on ne sait pas exactement trop comment ça marche et tout, on verra. Puisque ce qui est intéressant, c'est que ni Happy et surtout ni Carla n'étaient au courant de l'existence de Toka. Alors que normalement, les Excides, ils commencent à plutôt bien les connaître. Donc, ça pose des questions. Ça pose des questions puisqu'on nous explique que potentiellement, les Excides seraient capables d'ouvrir l'anima, donc cette espèce de tempête, de portail qui a permis de faire la transition entre Edolas et Earthland, même si on nous précise que bah, depuis ce qui s'est passé à Edolas, il n'y a plus aucune anima qui s'est ouverte. Je précise que je ne me souviens absolument plus du tout quel était le but de l'anima. Je sais que c'est un lien avec la magie qui était en train de foutre le camp à Edolas, mais je sais plus si c'était un phénomène naturel, si c'était un truc qui avait été créé, puisque Mistogan mentionne le plan Anima, et il était au courant de l'Anima quand il était encore gamin avec Wendy à Earthland. Donc voilà. D'ailleurs, un petit peu déçu, parce que autant on sent bien que Wendy elle est vachement excitée de revoir son grand frère,
autant on n'en passe pas plus de temps là-dessus, quoi. Franchement, j'aurais préféré voir une petite scène touchante entre Mistogan et Wendy que ce qui s'est passé avec Erza. Vraiment, quitte à choisir, voilà. Et donc, Mistogan va nous révéler le gros twist, je pense, de cet épisode. Quoique le fait qu'il y ait un troisième royaume, c'est déjà pas mal, mais va nous révéler un des gros twists, c'est-à-dire que l'anima a laissé en fait Elentia tranquille à l'époque, puisqu'il y avait une créature beaucoup plus puissante qui se trouvait là-bas, qui se trouve être le dragon Séléné, qui voyage à travers les dimensions. Ça vous pose le niveau de la menace du machin. Puisque donc Séléné, on sait qu'elle est à Earthland aujourd'hui, puisque c'est elle notre prochaine cible. C'est elle qui a justement qui a tout organisé pour que le mage blanc perde ses pouvoirs en essayant d'aller affronter Aldron et en brisant les cristaux. Donc si effectivement elle est un petit peu au courant qu'elle a des liens avec Elentia, puisque le mage blanc nous parle du fait que Elentia va être englobée, absorbée, je sais plus très bien ce qu'elle emploie, par la lune. C'est l'aîné, dragon de la lune, machin et tout. Voilà, il y a deux, trois trucs intéressants qui se posent. Bon, la question c'est est-ce que Séléné est le seul des 5 dragons divins et dragons de manière générale à venir d'Elentia? Et ça pose la question, est-ce que les dragons à la base viennent d'Earthland? Est-ce qu'ils viennent pas d'autre part? Est-ce que c'est un peu à l'image de Grand Dîner qui a sa version dragon à Earthland, mais sa version humaine à Edolas, enfin, qui du coup est venue à Earthland aussi, et qui est Polushka en fait. Euh, ça pose plein de questions intéressantes, pour le coup, vraiment. Et bon, par contre, ça me fait toujours extrêmement rire que le dragon de la lune ressemble plus à un gros chien. Honnêtement, moi je vois Sesshomaru de Inuyasha au tout début d'Inuyasha quand Sesshomaru nous avait été présenté. Mais bon, je sais pas si elle l'inspire, je ne sais pas, on verra. Ou alors, parce que ouais, le personnage de Séléné sous sa forme humaine me fait aussi pas mal penser à la mère de Sesshomaru qu'on voit un petit peu dans Inuyasha. Ça me ferait vachement chaud au cœur de me dire que Mashima s'est inspiré un petit peu de Rumiko Takahashi. Voilà. Et l'épisode se termine du coup là-dessus et à suivre. Donc il nous reste 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il nous reste 6 épisodes. Pour couvrir tout cet arc-là, vu qu'en plus on le voit bien dans le générique et tout, ça me paraît pas déconnant. Donc je pense que toute cette fin de saison va être consacrée à gérer le problème Séléné, quoi que ça veuille dire. Ce qui voudrait dire quand même qu'il resterait plus que Ignia et le 5e dragon dont actuellement on ne sait quasiment rien. Je crois que c'est juste qu'il est lié à la lumière ou un truc dans ce genre-là. Je sais plus très bien, mais voilà. Et donc voilà, par rapport à ma théorie sur ce qui se passe par rapport au mage blanc, dans le générique et dans l'ending, donc on voit le mage blanc euh, dans des habits un petit peu de Miko. Tout ce qui a lieu par rapport au niveau des trucs religieux. Et notamment, on voit un personnage qui a l'air d'être vachement plus âgé avec elle, qui porte une tenue assez caractéristique, qui me rappelle également le personnage de Oden dans One Piece, et tout ce qui a trait à Wano Kuni. Mais ça m'a fait également énormément penser à Okami. Puisque Okami, donc c'est un jeu vidéo où en gros on joue la déesse Amaterasu du soleil, qui est sous une forme de loup, et on exploite énormément le mythos japonais. Et donc il y a des symboles comme ça qui reviennent. Et il y a tout le délire aussi du fait que comment dire, je crois que Kaguya vient de la lune, de mémoire, il me semble, ou vient de l'espace en tout cas. Mais ce qui irait dans le sens de Naruto également d'ailleurs. C'est fascinant, je vous jure, c'est fascinant de voir à quel point les différents mangas ou animés d'ailleurs qu'on qu'on lit ou qu'on regarde s'inspirent de différents mythes japonais, mais un petit peu à leur manière et tout. Franchement, c'est fascinant, j'adore ça. Donc, je pense effectivement que Séléné était une menace, ou est toujours une menace, hein. Elle voyage à travers la dimension, donc qu'est-ce qui l'empêche de faire l'un ou l'autre? Parce qu'il me semble qu'elle avait parlé de monde, justement. Qu'elle voulait, ça la dérangeait pas de laisser ce monde-là, donc Earthland, à Aldron.
si effectivement elle a Elentia de l'autre côté pour elle, je peux comprendre que ça lui pose pas trop de problèmes. Ce serait pas déconnant en termes de storytelling. Mais ouais, ça a l'air de plus ou moins se confirmer ce que je pensais à ce niveau-là, donc je suis assez contente d'avoir vu ça venir. De là à dire que j'arrive à plutôt bien analyser Mashima, je dirais pas ça. Eden Zero, c'est parce que c'était quand même bien foutu, quoi. Mais ouais, donc du coup, le mage blanc voulait absolument pas se retrouver avec Dolas, puisque elle aussi est là, mais sans pouvoir. Au secours, l'angoisse. Mais on n'a pas revu Toka. Donc on sait pas si Toka. Le reste de l'équipe a été transporté à Edolas, donc ce serait pas déconnant qu'elle aussi soit à Edolas, mais aucune confirmation pour l'instant. Est-ce qu'elle serait retournée à Elentia et tout? On sait pas. Voilà. À suivre dans l'épisode 20. Mais ouais, un épisode un petit peu mitigé, parce que tout le truc qui se concentre sur l'histoire principale est super intéressant. Mais alors, tout le fanservice, c'est peut-être très drôle, mais je m'en fous un petit peu, très sincèrement. C'est pas ce que je viens chercher dans Fairy Tail, encore une fois. Ou dans n'importe quel autre manga, d'ailleurs. Donc, ouais. Bon. À voir si, du coup, l'épisode 20 sera un peu plus intéressant. Vu qu'on sera vraiment dans le cœur de l'action, qu'on a vraiment, ça y est, une menace, qu'on commence à avoir un petit peu plus clair. Donc, bon. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 20. Je vous jure qu'on a quasiment fini Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je sais que le machin, il a commencé en juillet de l'année dernière. Je vous promets que max, début mars, on a fini. J'ai fini les reviews. Promis. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.